Oui, nous sommes tous des hybrides autant que nous sommes des espèces. C'est cette question-là qui m'a permis en fait d'entrer dans ce livre, étant donné qu'aujourd'hui les recherches montrent de plus en plus en fait les limites de l'espèce dans sa fixité, et qu'on se rend compte que l'espèce finalement n'est fixe que dans un temps très court. Et que quand on allonge ce temps, on se rend compte justement à quel point les espèces sont combinées, sont faites de différentes origines, de différents types de génétique, de différents composants, sont habités par des virus, des bactéries, etc., qui font que finalement, peut-on aujourd'hui parler d'espèces? Et si oui, dans quelle configuration? C'est-à-dire dans quel sens? Faut-il en fait redéfinir la notion d'espèce aujourd'hui face au processus d'hybridation? Chaque culture a imaginé des hybrides à sa façon. Donc les hybrides égyptiens ne sont pas les mêmes que les hybrides grecs, alors que ce sont pourtant deux civilisations qui sont face à face. Mais vous voyez bien que par exemple en Égypte, eh bien, les hybrides, c'était la figure du dieu. Tous les dieux étaient des figures hybrides, donc c'était presque la norme, et non pas quelque chose de marginal. Alors que chez les Grecs, tout va s'inverser, puisque l'hybride devient la marge, devient ce qui est de l'ordre des titans, et non pas des dieux. Les dieux, eux, sont anthropomorphes, mais là, on est dans l'ordre des titans, donc des créatures qui viennent semer le désordre, en fait, dans l'ordre des apparences. Donc on peut décliner cette manière de faire des hybrides à l'infini, en fait, en fonction des différentes cultures, les Chinois, les Indiens, les Perses, etc., etc. Mais il est vrai qu'à un moment donné de l'histoire, on se rend compte que tout d'un coup, l'hybride disparaît, après avoir connu sa phase peut-être la plus extraordinaire, c'est celle de Léonard de Vinci, dont on reviendra peut-être tout à l'heure. Et après Léonard, on voit en effet que l'hybride disparaît de la scène des discussions sur la forme du vivant. Il ne disparaît pas non plus totalement, puisqu'on aura toujours des artistes marginaux qui vont reprendre progressivement, je pense à Paul Klee, mais il y en a d'autres, qui vont reprendre la notion d'hybride comme une forme de critique du naturalisme et de ces courants artistiques comme l'impressionnisme. Les Grecs sont très importants évidemment dans l'histoire de l'espèce, puisque ce sont les premiers à lui avoir donné une définition propre. Donc Aristote a défini l'espèce par rapport à la reproduction. C'est le premier à avoir fait le lien entre la notion d'espèce et la notion de reproduction à l'identique. C'est-à-dire qu'en fait, l'espèce, c'est un organisme vivant qui se reproduit à l'identique. Et c'est sur cette base que se construira ensuite l'élargissement de la notion d'espèce jusqu'à nos jours. C'est un continuum. Donc les Grecs ont laissé un héritage fondamental, mais les Grecs ont construit l'espèce par rapport à la figure de l'hybride qui existait donc avant Aristote. Pour les Grecs, la notion d'hybride renvoie à une notion de désordre. Ça renvoie à la notion d'hubris chez les Grecs, c'est-à-dire que les Grecs voyaient l'hybridation comme quelque chose de violent, de sauvage, et comme quelque chose qui mettait en danger, finalement, l'ordre des apparences, l'ordre de la société. C'était finalement le fruit du viol. L'hybride est le fruit du viol pour les Grecs, alors que l'hybride est une figure parfaite chez les Égyptiens. Vous savez, toutes ces civilisations-là, c'est ce dont je m'en suis rendu compte en rentrant dans le détail, elles se répondent. Il y a un dialogue, en fait. Et c'est peut-être le problème que nous avons aujourd'hui de segmenter l'histoire
en civilisation et nous ne rendons pas compte que chaque civilisation s'est construite par rapport aux autres. Et donc du coup, il y a un dialogue qui se crée, et on voit bien qu'à chaque fois, un personnage, par exemple de la tradition biblique, comme Noé, va incarner l'inverse d'un autre personnage qui était chez les Grecs ou chez les Égyptiens. Donc Noé apparaît quelque part comme le premier naturaliste de l'histoire, puisqu'il classe les animaux et les plantes. On parle très peu des plantes dans l'Arche de Noé, mais on parle surtout des animaux, deux par deux, à des endroits du bateau différents. Donc Noé n'est pas, mais il n'y a aucun hybride par contre, hein, il n'est pas mentionné dans la Bible que Noé ait pris des hybrides. Il ne cherche qu'à préserver les espèces deux par deux, et en plus il faut se poser la question, ce bateau est un inventaire en fait, et il a fallu positionner les espèces deux par deux, mais en évitant évidemment de mettre un prédateur et une proie côte à côte. Vous n'allez pas mettre, par exemple, un couple de chats à côté d'un couple de chiens. Donc ça veut dire que c'est non seulement un inventaire, mais c'est un inventaire qui a permis de penser les relations interspécifiques. Donc en fait, Noé était un naturaliste dans son arche. Enfin, c'est l'arche qui lui fait être naturaliste finalement. Quelque part, on va dire que c'est plutôt Dieu qui est naturaliste dans cette histoire, puisque c'est Dieu qui commande à Noé. Noé n'est qu'un ordonnateur. Donc, pourquoi je dis que c'est un premier naturaliste? Parce que en fait, les naturalistes, le propre des naturalistes, c'est d'avoir évacué le bruit de fond que constituaient les hybrides imaginaires. Et c'était une étape nécessaire. Pour pouvoir arriver à identifier l'espèce dans sa fixité, il fallait bien évacuer tous les paramètres de la métamorphose, dont l'hybride. Donc c'est pour ça qu'on peut dire quelque part que Noé était le premier naturaliste, puisqu'il a évacué justement les hybrides de son arche, et que les espèces sont positionnées l'une par rapport à l'autre en fonction des relations interspécifiques. Léonard de Vinci est véritablement le grand maître de l'hybride, parce que lui-même est passionné en fait par les hybrides depuis tout petit. C'est une obsession. L'origine de cette obsession, on ne la connaîtra peut-être jamais. Elle vient probablement de l'univers de sa mère, dont dernièrement le grand historien Carlo Vecchi a expliqué que la mère de Léonard de Vinci était probablement d'origine circassienne, ou en tout cas de ces zones donc, qui sont en direction de la Perse, en fait. Et donc, c'est étonnant de voir la richesse, moi c'est ce qui m'a le plus étonné, de voir la richesse des différents hybrides auxquels se réfère Léonard. Le catéblopas, enfin il en cite, il a travaillé sur des dizaines et des dizaines de sortes d'hybrides qui n'appartiennent pas forcément à l'imaginaire de l'Occident, et qui aussi en fait sont des figures qui ont traversé les civilisations depuis l'Orient jusqu'en Occident. Il se trouve que Léonard s'est véritablement positionné au cœur de cette histoire, c'est-à-dire qu'il a récupéré l'héritage de la pensée sur l'hybride qui existait dans différentes civilisations. Et je pense notamment aux Arabes. Certains penseurs, comme Al-Jazali par exemple, ou d'autres, qui étaient dans les mécanismes du vivant et qui construisaient, qui utilisaient des hybrides mécaniques dans leurs horloges, dans leurs fontaines, etc. Al-Jazali par exemple a réutilisé des hybrides dans sa fameuse horloge, etc. On sait que Léonard de Vinci était en contact avec ces mondes-là, et notamment avec le sultan Bayezid II. On sait qu'il y a eu des échanges de lettres, on sait qu'il y a eu des commandes de projets, notamment le pont du Bosphore. Donc Léonard s'est véritablement positionné, lui qui ne connaissait pas le grec, eh bien peut-être qu'il a été quelque part un petit peu à l'abri, on va dire, ou en tout cas protégé, parce qu'il ne connaissait pas le grec, de cette notion d'hubris,
de cette notion d'hybride, très, très héritée donc, des Grecs. Et peut-être que c'est ça qui lui a ouvert les portes de son imaginaire et qu'il a pu puiser dans différents mondes des inspirations pour des formes hybrides. Et c'est quelque chose qui l'a obsédé dès petit. C'est-à-dire qu'il a commencé ses premières œuvres, c'était par exemple une rondache, un bouclier, et pour figurer quelque chose qui fasse peur, de l'ordre de l'épouvante, etc. Il avait créé donc ce premier être hybride. Il s'était enfermé dans sa chambre pendant plusieurs mois avec des corps d'animaux, etc. Puis il avait commencé à faire ses assemblages pour en arriver donc à ses premières figures hybrides. La figure de l'hybride pour Léonard, c'est un outil méthodologique. C'est un outil méthodologique qui lui a permis d'élargir sa méthode comparative dans différentes disciplines, dont l'anatomie comparée, mais aussi l'étude du mouvement. Pour lui, l'hybride, c'est quelque chose qui permet de tester les limites du vivant, les limites de la capacité, de toujours repousser et tester les limites du vivant. Grâce à ça, il a pu aussi penser les complémentarités entre les espèces, les complémentarités entre les formes du vivant. Et évidemment, étant donné que l'homme était une de ses priorités, je pense là tout de suite à l'homme de Vitruve par exemple, eh bien il a tout de suite imaginé que l'humain, finalement, la destinée de l'humain était d'être complétée par des formes d'hybridation avec le monde animal. Ça ne veut pas dire qu'il voulait fabriquer un Frankenstein, pas du tout. Son idée était de rapatrier les intelligences du vivant, par exemple l'intelligence de la chauve-souris, le vol de la chauve-souris, ou la capacité olfactive du lion. Il imaginait que, et ça c'est quelque chose de fantastique, et je pense que c'est le seul à l'avoir dit, d'être allé aussi loin, de dire que l'homme est inférieur aux animaux du point de vue de la sensibilité, excepté les lèvres, qu'il considère comme étant le seul organe humain qui soit supérieur en complexité par rapport aux autres animaux. Mais sinon, pour le reste, l'odorat, la vue, etc., il était absolument convaincu par ces dissections que l'humain était inférieur au niveau des sensibilités. Donc l'idée, c'était d'augmenter finalement l'homme, de développer des capacités sensibles qui existent chez les animaux grâce à la mécanique, de les reproduire sous forme de prothèses. C'est ce qu'il a fait avec les ailes de la chauve-souris, la machine volante. Mais en fait, la machine volante, ce n'était qu'un des volets de son grand projet d'augmenter l'homme. Il y avait le nez artificiel, il y avait la possibilité aussi d'avoir un costume amphibien pour pouvoir aller sous l'eau, etc. En fait, il voulait que l'homme augmente ses capacités d'observation du vivant, puisqu'il considérait que c'est l'observation du vivant qui permettait d'augmenter l'intelligence humaine. Donc voilà comment son projet, son fantasme, c'était plus un fantasme, puisqu'il ne pouvait pas aller au bout, c'était impossible, un seul homme. Déjà, il en a fait assez, mais s'il avait eu 90 ans de plus, eh ben certainement qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il aurait trouvé énormément d'outils qui auraient permis à l'homme de s'émanciper totalement dans le monde et de comprendre et d'empathir sur les autres formes d'intelligence du vivant. On a souvent retenu Léonard pour sa production artistique. C'est avant tout l'image que l'on a de Léonard de Vinci. On a beaucoup plus passé sous silence sa production scientifique, hormis éventuellement l'optique, où là on a quand même insisté notamment sur le développement de la notion de paysage et de perspective, etc., etc. Mais en fait, comme on vient d'en parler,
Il était le maître des sciences modernes, hein, en termes des sciences de la vie, donc de l'anatomie comparée, de la mécanique du vivant, du biomimétisme, finalement, c'est du biomimétisme ce qu'il faisait. Et justement, en parlant de biomimétisme, on arrive à des domaines où il est difficile de séparer l'art et la science. Je pense que Léonard de Vinci est le dernier penseur à avoir incarné véritablement la complémentarité entre la pensée artistique, ou l'expérimentation artistique, et la pensée scientifique. Donc il utilisait l'expérimentation artistique au service de la pensée scientifique, et vice-versa, il utilisait la pensée scientifique au service de l'expérimentation artistique. Donc je crois vraiment qu'il est très difficile, et c'est le dernier, puisque après, on voit très clairement, on ne va plus jamais retrouver un artiste scientifique aussi épanoui. On trouve des scientifiques, on trouve des artistes, mais quelqu'un qui soit vraiment à la fois les deux et qui réussit dans les deux, c'est quelque chose qui, voilà, qui va être assez rare. Darwin a eu le génie de reprendre en fait cette question de l'hybride, mais d'un point de vue cette fois-ci biologique. Les hybrides imaginaires ont été évacués, même si ça n'a pas été facile, hein, puisque chez Linné, vous allez retrouver quelques monstres hybrides, hein, notamment le kraken. Donc cette comment dirais-je, réduction du bruit de fond qui était créé par l'hybride imaginaire, etc., ça a pris du temps. En fait, le naturalisme n'a jamais véritablement pu se défaire de l'hybride imaginaire. C'est ce que prouve justement la première classification de Linné, la première édition du système naturaliste de classification de Linné. Mais Darwin, lui, il a eu l'intelligence de ne pas s'enquiquiner avec ces histoires d'hybrides imaginaires, mais de tout de suite focaliser sur l'hybride biologique. Et ce ne sont pas forcément les passages les plus connus de l'origine des espèces, mais il a expérimenté, et surtout il s'est appuyé sur les expérimentations des autres, sur la manière, qu'est-ce qui pouvait motiver l'hybridation biologique. C'est-à-dire que quand vous mettez des canards, vous avez des canards femelles, et que tout d'un coup vous mettez une autre espèce d'oiseau proche donc, des canards, quel va être le choix de la femelle? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il revient toujours sur le choix de la femelle. Darwin, c'est très intelligent de sa part. Donc, quels vont être les critères du choix? Pourquoi est-ce que la femelle canard va accepter donc de rentrer dans une relation de reproduction avec une espèce qui n'est pas, qui n'est pas la sienne? Quels sont les critères? Quels sont les choix? Et là, c'est fantastique, parce qu'il a réussi, il n'a pas été au bout, mais il a commencé à voir, parfois, c'est la couleur du plumage, qui rappelle le plumage de l'espèce d'origine. Parfois, c'est l'âge, donc du mâle qu'on va introduire dans la cage avec les autres espèces. Il a véritablement commencé à affiner, justement, pour voir quels étaient les choix en amont d'hybridation. Et ça, évidemment, c'est fantastique, puisque c'est grâce à ça qu'il va pouvoir comprendre quel est le rôle de l'hybridation dans l'évolution, à long terme. Oui, il faut replacer l'hybride au cœur de l'espèce aujourd'hui. Je pense que c'est fondamental, puisqu'on a trop focalisé, encore une fois, sur cette fixité de l'espèce. Il faut émanciper l'espèce, la voir non pas uniquement dans son aspect tel qu'on l'a défini, mais dans la manière dont elle est devenue fixe et la manière dont elle arrêtera d'être fixe, puisque c'est le temps de l'évolution, de toutes les manières, aucune espèce n'est fixe. Aujourd'hui, nous avons tendance à segmenter et à sectoriser les parties de la vie. Et donc, du coup, on n'arrive plus à voir la vie, le phénomène de la vie, comme un tout, comme un ensemble. Et c'est aussi ce qui laisse la place à certaines idéologies qui ont tendance à vouloir dire que, voilà, que finalement, la vie, elle peut disparaître très rapidement, parce qu'on la voit dans sa fixité. Donc on voit des espèces qui disparaissent,
Donc on pense que la vie c'est fini, alors qu'en fait la vie ne cesse de se transformer quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on est dans une reproduction à l'identique. On a passé tous les niveaux, j'allais dire, technologiques pour affiner et rendre la plus perfectionnée possible cette reproduction à l'identique. Le clonage en est véritablement un exemple parfait. La volonté de vouloir reproduire à l'identique. Léonard ne voulait pas reproduire à l'identique. Darwin ne voulait pas reproduire à l'identique. Eux étaient dans une perspective pour ouvrir les possibilités de métamorphose et les possibilités d'évolution.